Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon classement des 20 entraîneurs de Première Ligue qui vont être en charge de nous faire vibrer, de nous proposer du beau jeu cette année avec leurs équipes respectives. Le début de la PL approchant à grands pas, si je dis pas de conneries, c'est d'ici 3 semaines normalement au moment où je tourne la vidéo. Donc peut-être qu'au moment où vous la verrez, ça sera un petit peu plus tôt que ça. Mais voilà, la PL approchant à grands pas, vous risquez de voir de plus en plus de vidéos de ce genre-là sur la chaîne. J'aime bien faire des classements de ce type-là. Alors bien évidemment, il y aura la grande vidéo prédiction comme au début de chaque saison depuis 2 ans maintenant. Mais il y aura d'autres vidéos classements de ce type-là. J'ai pas mal d'idées en tête. Je sais pas encore quand est-ce qu'elles sortiront. Mais voilà, vous pouvez vous y attendre. Deux petites choses avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Premièrement, étant donné que j'ai un problème avec la caméra, je filme avec l'iPhone 15. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son ou de problème d'image. Si vous voyez que la qualité est un peu différente de d'habitude, bah, c'est pour ça. Et deuxièmement, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si les vidéos vous plaisent. Hein, ça prend une seconde, c'est gratuit. Ça aide à mettre le travail en avant. Et pour une petite chaîne comme moi, très honnêtement, ça me soutient vraiment énormément. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et avant de commencer à classer qui que ce soit, je me dois de vous parler des critères de sélection que j'ai choisis pour faire ce classement-là. Parce que, alors, déjà sachez que c'est un classement qui est subjectif, donc peu importe de qui vous êtes fan, les refs, ne prenez pas la mouche si vous voyez que votre coach, le coach de votre club, est pas très haut dans le classement. C'est un classement qui est fait par moi-même. Donc voilà, vous défoulez pas dans les commentaires. Par contre, dans les commentaires, vous pouvez argumenter pour me donner votre avis à vous. Où est-ce que vous auriez mis tel ou tel coach? Comment est-ce que vous auriez fait ce classement-là? Les critères que j'ai choisis, premièrement, le CV, les expériences. Où est-ce qu'ils ont entraîné avant d'être à leur club actuel? Pendant combien de temps? Deuxièmement, les résultats et les trophées, savoir si ça s'est bien passé, est-ce qu'ils se sont fait virer, est-ce qu'ils ont remporté des coupes, des championnats, etc. Et enfin, troisièmement, la difficulté des résultats obtenus. Qu'est-ce que j'entends par difficulté des résultats obtenus? À l'heure actuelle, par exemple, pour moi, c'est plus compliqué d'emmener Aston Villa en Ligue des Champions avec l'effectif du club que d'être champion avec Manchester City. Donc voilà, c'est essayer de remettre un petit peu en perspective en fonction des effectifs, des moyens financiers, la qualité et la difficulté des résultats obtenus. Donc voilà, on va commencer tout de suite et en 20e position, c'est pas une surprise, j'ai mis Fabian Hürzeler, le nouveau coach de Brighton. Très jeune coach inexpérimenté, il a fait qu'une seule saison en tant qu'entraîneur au niveau professionnel. C'était avec Pauli en deuxième division allemande. Alors ça s'est soldé par une montée, hein. Ils sont montés en Bundesliga cette année. Pour être honnête, c'est presque pas juste de le classer. J'aurais pu le mettre hors classement et commencer à la 19e place parce que classer quelqu'un qui n'a jamais entraîné en Angleterre et qui n'a qu'une seule vraie expérience d'entraîneur, qu'une seule saison en tant qu'entraîneur d'une équipe première, voilà, c'est... Bon, c'est presque pas juste, je l'ai mis à la 20e place plus par défaut qu'autre chose, puisque connaissant le système de scouting de Brighton, il est très probable qu'Hurtzeler ait une carrière de fou et que dans 5 ou 10 ans, il se retrouve coach du Real, hein, on ne sait pas. Mais voilà, en attendant, je l'ai mis 20e, je voyais pas vraiment où je pouvais le mettre ailleurs. 19e position, on enchaîne un autre jeune coach qui cette fois-ci a un petit peu plus d'expérience, Russell Martin, le coach de Southampton. Alors, il a fait un passage ok avec Swansea, c'était pas révolutionnaire, il a essayé de mettre un jeu en place. Malheureusement, ça n'a pas donné de résultats en Championship. L'an dernier, il a été intronisé à la tête des Saints qui étaient relégués de première division. Il les a fait remonter la première saison en remportant les playoffs en finale à Wembley face à Leeds. C'était pas une saison de tout repos, ils n'ont pas été en total contrôle toute l'année, ils ont eu des phases où ils étaient exceptionnels, notamment au début de saison, je crois qu'ils ont enchaîné une espèce de série complètement hallucinante de 21-22 matchs sans défaite avec je crois 15 ou 16 victoires d'affilée. C'était complètement fou. Après, ils sont un peu rentrés dans le mur, ils sont un peu fracassés dans le mur, il y a eu une période un peu plus compliquée, la fin de championnat n'était pas en totale maîtrise non plus, ils ont réussi à se qualifier pour les playoffs et surtout le plus important, ils ont réussi à remporter la finale au détriment de Leeds qu'on attendait quand même bien plus favori. Alors Russell Martin, moi le problème que j'ai avec ce mec là et ce qui fait que je peux pas le mettre plus haut, c'est que pour moi tactiquement c'est un peu limité, c'est-à-dire que alors il fait bien jouer ses équipes, hein, qu'on s'entende bien, il fait bien jouer ses équipes. Mais le problème, c'est que assez souvent, ça joue à la baballe, mais c'est pas efficace. C'est-à-dire que ça enchaîne les passes, ça enchaîne les passes, ça enchaîne les passes, mais il n'y a pas forcément
de résultat final. Il n'y a pas forcément de end product à la fin, ce qui fait que quand les rencontres sont un peu plus compliquées, qui jouent contre des blocs plus bas, contre des défenses qui sont plus solides, l'an dernier ça lui a pas mal posé problème. Alors on va voir s'il arrive à s'adapter tactiquement pour pouvoir proposer autre chose en première ligue quand il tombera face à ce genre de bloc défensif là. Maintenant, voilà, avec l'effectif des Saints et encore une fois son inexpérience au plus haut niveau du football anglais, j'avais du mal à le mettre plus haut que la 19e place. 18e, on enchaîne avec un autre coach qui monte de deuxième division, Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Chelsea qui a été choisi après seulement une saison passée du côté de Leicester. Alors, quelle saison, vous allez me dire, puisqu'ils ont été champions en deuxième division. Il a remporté le championship avec les Foxes, pareil, un an seulement après être redescendu de première ligue. Même topo que pour Russell Martin. Tactiquement, c'est ultra borné, c'est-à-dire qu'il a un système de jeu, il voit une seule animation offensive, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça a causé pas mal de soucis à Leicester l'an dernier. Alors j'ai pas mal regardé jouer Leicester l'an dernier, je les ai vus jouer 2 fois en vrai je crois, dont une fois en fin de saison quand ils étaient venus au Den à Millwall. Le vlog est sur la chaîne, je le remets juste ici si vous l'avez pas vu. Mais voilà, techniquement c'est borné, j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de mal à s'adapter l'an dernier avec Leicester quand les matchs devenaient compliqués. À l'image de Southampton, il y a eu un début de saison absolument fantastique. Mais quand je vous dis fantastique, c'est que le début de saison de Leicester, hormis la première journée où ils ont calé face à Coventry, ils roulaient sur tout le monde. C'était ni plus ni moins. C'était un jeu offensif qui était rodé. Ça jouait au ballon. C'était beau à voir. C'était efficace. Ça marquait des buts. En fin de saison, allez, on va dire, si je vous dis pas de conneries, je crois que c'était à partir de février. Il y a eu un énorme trou d'air. Mais quand je vous dis un énorme trou d'air, c'est qu'il y a même un moment où on a douté du fait que Leicester pouvait monter, alors que je crois à Noël, ils avaient 18 ou 19 points d'avance sur le deuxième. 19 points d'avance sur le deuxième, ils ont dilapidé cette avance en enchaînant résultat pourri sur résultat pourri. Dans le jeu, c'était devenu bien plus dur, parce que les équipes avaient fini par comprendre comment il fallait défendre justement face à ce système-là mis en place par Maresca. Ils se sont bien rattrapés sur la fin de saison. Ils peuvent quand même dire merci aux autres équipes qui ont un petit peu calé devant. Mais voilà, pour moi, ça manque encore d'expérience. Tactiquement, c'est limité, c'est borné. Alors bien évidemment, cette année avec Chelsea, il aura un effectif 1000 fois supérieur à celui des Foxes l'an dernier. Donc on va voir s'il arrivera à s'adapter, s'il arrivera à proposer autre chose que ce qu'il a proposé la saison dernière avec les Foxes. Mais pour moi, Maresca, ça ne pouvait pas être plus haut que la 18e place. 17e place maintenant, on enchaîne. Le troisième et dernier coach promu de Championship la saison dernière, Kieran McKenna, l'entraîneur d'Ipswich Town. Alors, vous allez me dire pourquoi je l'ai mis devant Maresca et Russell Martin qui ont été promus aussi. Parce que pour moi, ce qu'il a réussi à faire avec Ipswich l'an dernier, c'est absolument sensationnel. Sensationnel, ni plus ni moins. Déjà, il a à son actif 2 saisons complètes en tant qu'entraîneur numéro 1, plus une demi-saison. Avant d'être intronisé en 2021-2022 entraîneur d'Ipswich, il était assistant du côté de Manchester United. Je crois qu'il a fait partie du staff de Mourinho, si je vous dis pas de conneries, sur le banc des Red Devils. Derrière ça, il a été intronisé entraîneur principal d'Ipswich. La première demi-saison qu'il a faite, il a enchaîné quelques bons résultats, mais il n'avait pas fait beaucoup de matchs. Ipswich avait fini 11e en Ligue 1. 2022-2023, ils finissent 2e de Ligue 1, promu en Championship. 2023-2024, avec un effectif similaire, plus quelques arrivées de joueurs intéressants, promu de Championship à la Première Ligue en terminant 2e, donc promotion automatique devant des clubs comme Leeds, comme Southampton, des clubs avec des bien plus gros budgets. Donc voilà, le taf qu'il a fait, c'était fantastique. Ipswich, c'était spectaculaire à voir jouer. En plus de ça, plein de fois, ils se sont sauvés dans les arrêts de jeu. C'était des matchs à rebondissement de fou, des 4-3, des 3-2, une ribambelle de buts, mais c'était une attaque incroyable avec Kiefer Moore, avec Omari Hutchinson, Connor Chaplin, Hayden Hurst. Enfin voilà, ils ont vraiment fait une très belle saison. L'an dernier, sous la houlette de Kieran McKenna, en fin de saison, on s'est demandé si ça allait tenir, s'ils allaient craquer ou pas. Ils n'ont pas craqué. McKenna a réussi à faire d'Ipswich un club promu 2 saisons d'affilée. Ils vont découvrir,
redécouvrir, le club va redécouvrir la Première Ligue cette année. Pour Kieran McKenna, ça va être une grande première. On sait que par un moment, il avait été pas mal approché par Manchester United au moment où Ineos, les nouveaux propriétaires, ont pris leurs fonctions. Finalement, il a prolongé du côté d'Ipswich et pour moi c'est une très très bonne nouvelle le fait qu'il s'inscrive dans la durée au club. Ça ne peut n'apporter selon moi que du positif. Donc voilà, c'est un coach qui est promis à un brillant avenir, hein. Très honnêtement, je ne doute pas que d'ici 5-6 ans il entraîne dans un top club en Angleterre. Maintenant, j'ai essayé de pas trop prendre l'effet hype et l'effet potentiel future bonne carrière en compte dans ce classement-là. Vraiment, je m'en tiens aux critères que je vous ai dit. Donc, Kieran McKenna, pardon, 17e de ce classement-là. En 16e, on retrouve un entraîneur bien plus expérimenté, qui a l'expérience de la Première Ligue, Steve Cooper, nouvel entraîneur de Leicester, qui succède donc à Enzo Maresca parti à Chelsea. Alors, Steve Cooper, c'est un petit peu l'opposé total de Kieran McKenna, c'est-à-dire c'est un coach qui fait pas dans le sexy, hein. On fait pas dans le jeu offensif, dans le but à tout va, dans le tout pour l'attaque. D'abord on défend bien, d'abord la base défensive elle est solide, et après on va essayer de grinder des résultats. C'est comme ça qu'il a réussi à faire remonter Nottingham Forest en Première Ligue, et surtout, et c'est là où pour moi c'était vraiment le plus... je vais dire spectaculaire, c'est pas le terme, le plus intéressant, c'est à maintenir Forest en Première Ligue lors de leur retour saison 2022-2023, voilà, pas l'année dernière, il y a 2 ans. L'an dernier, malheureusement, il a été limogé par la direction de Forest, remplacé par Nuno Espirito Santo, dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, j'ai trouvé que son limogeage avait été assez injuste, si je peux être honnête, parce que pour moi, Forest n'était pas dans un danger immédiat de redescendre, surtout vu le très faible niveau affiché par les promus tout au long de la saison l'an dernier. Donc je pense que s'il avait été maintenu en poste, Forest serait maintenu aussi, très honnêtement. Mais voilà, il a été limogé, c'est lui qui a été choisi pour devenir nouvel entraîneur de Leicester. On va voir comment ça va se goupiller. Il a perdu son meilleur joueur, hein, en la personne de Dewsbury Hall qui est parti du côté de Chelsea également. Donc voilà, pour l'instant le recrutement des Foxes est pas dingue. Est-ce qu'ils vont lui donner un effectif capable de jouer autre chose que le maintien, parce que avant de redescendre l'an dernier, Leicester c'était un club qui jouait le milieu de tableau, voire même qui était à la lutte pour les places européennes. Donc voilà, je ne sais pas si ça sera le cas l'an dernier. Maintenant, une chose est sûre, je pense qu'avec Steve Cooper, ils se maintiendront. Voilà, je les vois se maintenir. Je pense pas qu'il y ait de je pense pas qu'il soit en trop gros danger, même si l'effectif est pas ouf. Je pense que c'est un entraîneur qui justement va réussir à les faire jouer de façon sérieuse, de façon à bien défendre, à aller chercher assez de résultats, notamment à domicile, pour pouvoir se maintenir. Donc voilà, Steve Cooper, 16e dans ce classement. 15e position, j'ai mis Andoni Iraola, le coach de Bournemouth, le coach des Cherries. Pourquoi je l'ai mis, vous allez me dire seulement 15e? Parce que même si l'an dernier il a fait une bonne saison avec les Cherries, ils ont fini 12e de Première Ligue après un début de saison qui était catastrophique. Je crois qu'ils n'avaient pas gagné un match au bout de 6 journées. Derrière, il a réussi à imposer sa patte, à imposer son style. Bournemouth l'an dernier, ça jouait bien au ballon, ça pratiquait un football assez offensif. Alors, ça les a amenés à se prendre des pilules contre les plus gros clubs, hein. Ils ont pris des piles l'an dernier, mais contre les clubs de leur championnat à eux, on va dire, c'est-à-dire de la 10e à la 16e place, ils ont enchaîné les bons résultats, ils ont gagné pas mal de matchs, ils ont été, comme je vous l'ai dit, assez intéressants dans le jeu. Donc voilà, maintenant, la quantité de travail n'est pas suffisante pour moi pour le mettre plus haut pour l'instant. Je demande à voir la confirmation cette année, mais je pense que si le club recrute intelligemment et lui donne un petit peu plus d'armes, c'est un club qui est amené à jouer un petit peu mieux que la 12e, 13e place dans les années à venir. Donc voilà, Andoni Iraola, je l'ai mis 15e de ce classement. En 14e position, j'ai mis Gary O'Neill, l'entraîneur qui avait remplacé Iraola justement sur le banc des Cherries. Gary O'Neill, alors c'est pareil, c'est un entraîneur qui n'a pas énormément d'expérience, seulement, allez, on va dire une saison et demie, une saison 3/4 en tant qu'entraîneur principal en Première Ligue. Il avait succédé à Scott Parker à la tête de Bournemouth en 2022-2023. Il avait conduit les Cherries vers le maintien assez tranquillement. Je crois qu'ils avaient fini, si je vous dis pas de conneries, 14e ou 15e la saison là.
en pratiquant un jeu correct. C'était pas le City de Guardiola, mais c'était pas atroce non plus. J'ai trouvé que son licenciement sur le banc des Cherries avait été assez injuste. Moi, je l'aurais bien vu continuer. Wolverhampton a sauté sur l'occasion l'an dernier. Ils lui ont proposé le poste. Il a fait du très bon travail, sincèrement, avec les Wolves. Quand on pense à l'énorme merdier financier dans lequel est le club à l'heure actuelle, tout ce qui se passe en coulisses, tout ce qui est néfaste et tout, ainsi que les erreurs de VAR catastrophiques dont ont été victimes les Wolves l'an dernier, parce que c'est un club qui a subi énormément, mais quand je dis énormément, c'est énormément d'injustices au niveau de la VAR la saison dernière. Le fait qu'il ait réussi à les maintenir, et ce de façon assez tranquille, en obtenant pas mal de bons résultats contre des bonnes équipes. Je pense à une victoire qu'ils étaient allés chercher dans le temps additionnel 2-1 au Molineux contre les Spurs en milieu d'année. Enfin voilà, ils ont fait pas mal de bons matchs, ils ont embêté pas mal de gros. Pour moi, c'est un bon entraîneur. Voilà, c'est un bon entraîneur. Encore une fois, c'est pas un entraîneur qui va te permettre, avec l'effectif là, d'aller jouer l'Europe, mais c'est un entraîneur avec lequel tu es, je pense, assez sûr de pouvoir te maintenir, qui essaye de faire jouer correctement. Donc voilà, pour moi, 14e place, Gary O'Neill, c'est plutôt mérité. On enchaîne, 13e place, Roulen Lopetegui, le nouvel entraîneur de West Ham. Alors là, pour le coup, je vais pas pouvoir m'étendre énormément. Pourquoi? Parce que même s'il a remporté une Ligue Europa avec Séville, hein, il faut le noter, c'est pas à négliger. Je ne suis pas fan du championnat espagnol, donc je ne regarde pas la Liga, je ne sais pas comment ça jouait avec Séville. Ce que j'ai vu, ce que je peux juger, c'est son passage chez les Wolves avant d'être remplacé par Gary O'Neill. Justement, il n'était pas exceptionnel. Dans le jeu, il y avait rien de concret. Ils avaient du mal à voir quelle était l'identité de jeu des Wolves de Julen Lopetegui. Alors, voilà, ils n'ont pas été en danger de redescente ou quoi, mais c'était pas exceptionnel. Moi, j'ai pas kiffé. C'est pas un entraîneur dont je suis fan. Maintenant, il arrive du côté de West Ham, qui a quand même un bien meilleur effectif que Wolverhampton. Ça va être intéressant de voir s'il va réussir à en faire quelque chose, s'il va réussir à faire jouer les Hammers pour autre chose que le maintien comme ils ont joué l'an dernier. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Julen Lopetegui, 13e de mon classement. 12e maintenant, un entraîneur que j'aime beaucoup, beaucoup, Thomas Frank, le coach danois de Brentford, les Bees, qui enchaînent avec leur 4e saison en Première Ligue. Alors, c'est un entraîneur que je trouve très intéressant, qui me plaît beaucoup sur pas mal d'aspects. Déjà tactiquement, je trouve qu'il a une intelligence tactique qui est au-dessus de la moyenne, on va dire. Je trouve que ce qu'il arrive à faire avec des moyens très limités du côté de Brentford, c'est vraiment, vraiment stylé. Il a embêté pas mal de gros depuis que le club est remonté en première ligue. Il y a pas mal de gros qui se sont cassés les dents face aux Bees. Je crois que c'est pas la saison dernière, c'est il y a 2 saisons. Ça avait été Brentford, la seule équipe à battre 2 fois Manchester City et à l'Etihad Stadium et au Community Stadium de Brentford. Donc voilà, Thomas Frank, c'est un entraîneur qui a fait remonter Brentford en première ligue. Il a réussi à les maintenir dès la première saison assez sereinement en finissant 13e. La saison d'après, ils ont fini 9e. Première partie de tableau pour un club comme Brentford qui a vraiment pas des moyens exceptionnels. Sincèrement, c'est vraiment vraiment beau. L'an dernier, saison un petit peu plus compliquée. J'allais dire, ils ont fini que 16e, mais ils ont fini 16e avec, si je vous dis pas de conneries, 12 ou 13 points d'avance sur le premier relégable. En même temps, vu le faible niveau des promus l'an dernier, ils n'étaient pas vraiment en grand danger de descente. Mais voilà, j'ai pu voir jouer Brentford 2 fois l'an dernier. Ça joue bien au ballon, ça essaye d'aller vers l'avant, ça... Voilà, alors pareil, le fait qu'ils essayent de jouer, qu'ils essayent de proposer quelque chose offensivement, ça fait qu'ils sont amenés à se prendre des tôles par moment, mais encore une fois, dans leur championnat à eux, c'est-à-dire entre la 10e et la 16e place, ils sont plutôt bons. Et moi je pense que c'est une équipe qui, avec un petit peu d'investissement et un recrutement un petit peu plus poussé que l'espèce de Moneyball méthode qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est une équipe qui pourrait jouer mieux que la 10e place. Voilà, alors ça va être important de voir comment Thomas Frank va s'adapter à la probable perte de son meilleur joueur Ivan Toney, qui risque de quitter le club cet été. Maintenant, voilà, on sait qu'ils ont remplacé par Igor Thiago qui s'est blessé en pré-saison. Bon, tout ça, je reparlerai un peu plus en détail dans les prédictions. Tout ça pour dire que Thomas Frank, pour moi, c'est un très bon entraîneur et la 12e place de ce classement est amplement méritée. 11e place avant qu'on rentre dans la première partie de tableau. J'ai mis Marco Silva, c'est un bon entraîneur. C'est un entraîneur qui a réussi à faire passer West Ham de club qui faisait le yo-yo entre la Première Ligue et le Championship tous les ans à un club de Première Ligue établi, un club qui
a plus de chances de jouer la première partie de tableau que la descente. Ça fait 2 saisons qu'il fait un très très bon travail avec les Cottagers après avoir magnifiquement remporté le championship en 2021-22, non 2020-2021, pardon, je vais y arriver, avec un Mitrovic en feu qui avait mis 50 buts cette année-là et en pratiquant un jeu de fou. Voilà, moi j'aime beaucoup. L'an dernier, je suis allé voir Fulham jouer contre, si je vous dis pas de conneries, Burnley. Ouais, c'était Fulham Burnley que je suis allé voir à Craven Cottage. Ça essaye de jouer au ballon. Alors, ça n'a pas des joueurs de fou, donc forcément, le résultat final, c'est qu'on n'assiste pas. Voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas le Barça de 2009, mais il fait avec les armes qu'il a. Moi, je trouve qu'il fait bien jouer son équipe. Tactiquement, c'est un entraîneur qui est capable de s'adapter, qui est capable de changer de système en cours de jeu s'il est en difficulté. Donc voilà, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. C'est un bon entraîneur, et pour moi, il était vraiment pas loin de craquer. Le top 10 de ce classement-là. On rentre dans la première partie de tableau. J'ai mis Nuno Espirito Santo. Alors, c'est pas un entraîneur dont je suis fan, hein, qu'on se comprenne bien. C'est pas l'entraîneur que je préfère, mais je trouve que sa carrière en première ligue mérite le top 10. Pourquoi? Alors, je vais même dire sa carrière dans le football anglais. Pourquoi? Parce qu'en 2018, quand il débarque du côté de Wolverhampton, après un an sur le banc de Porto, immédiatement, il remporte le championship avec les Wolves. Alors, vous allez me dire, l'année-là, ils avaient une équipe de fous, hein, Ruben Neves en championship, enfin, ils avaient vraiment des joueurs de malades. Mais il a remporté le championship de façon assez convaincante. Première saison de PL, l'année qui suit la montée, il finit 7e avec quasiment le même effectif, ce qui qualifie les Wolves pour un barrage de Ligue Europa cette année-là, je crois que c'était. Le tout en apportant une espèce j'allais dire ouais, de fraîcheur technique, c'est-à-dire que c'est un coach qui a remis un petit peu au goût du jour alors non, remis au goût du jour, c'est pas le bon terme. On va dire qu'il a ramené un petit peu le système à 3 ou 5 défenseurs à la mode en première ligue. Après qu'il ait fait ça avec les Wolves, il y a pas mal de coachs qui s'y sont essayés. Donc voilà, il a fait du très bon travail avec les Wolves, hein. Il n'a jamais été en danger de redescente, toujours en jouant 7e, 9e, 11e, 12e place dans ces eaux-là. Donc voilà, gros respect au travail qu'il a fait à Wolverhampton, avec, même s'il y a eu pas mal de bananes dans le recrutement, il avait une équipe qui était quand même assez costaud. Donc voilà, globalement, très bon travail du côté de Wolverhampton. L'an dernier, il est arrivé du côté de Forest en cours de saison après le limogeage de Steve Cooper. Il a réussi à maintenir Forest encore une fois. Alors, j'ai envie de dire tranquillement, Forest, il a quand même fallu qu'il bataille je crois que c'est jusqu'à 2 journées de la fin, ils étaient encore pas sûrs d'être maintenus. Maintenant, derrière, Burnley et Luton, c'était trop juste, ça a craqué, donc Forest est maintenu. C'était pas super convaincant, il y a eu des bons matchs, il y a eu des moins bons matchs. Encore une fois, je pense que maintenir Forest l'an dernier, c'est pas forcément ce qui rend le plus justice à Nuno sur son CV, parce que je pense que Steve Cooper aurait réussi s'il était resté en poste. Mais voilà, c'est quand même un bon travail à mettre à son crédit, avec une pré-saison complète et des recrues. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec Forest. Je pense qu'ils vont faire mieux que la saison dernière. Je pense qu'ils ne seront pas à la lutte pour le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment il va faire jouer son équipe. Défense à 4, défense à 5, comment il va réussir à animer le jeu autour des options offensives qu'il a. En tout cas, moi je ne me fais pas vraiment de soucis pour les pensionnaires du City Ground sous Nuno pour l'année prochaine. 9e place maintenant, et là ça va peut-être être une surprise pour vous. J'ai mis Sean Dyche. Oui, Sean Dyche, le chauve qui joue encore en 4-4-2 en 2024. Pourquoi j'ai mis Sean Dyche? Parce que pour l'ensemble de son travail en première ligue. En fait, alors, il est plus connu avec son travail qu'il a fait réaliser du côté de Burnley que ce qu'il a fait avec Everton, même si ça fait maintenant 2 ans qu'il est sur le banc des Toffees. Mais pour l'ensemble de sa carrière en première ligue, très honnêtement, il mérite un top 10. C'est l'homme qui a fait remonter Burnley, qui a été champion de deuxième division, je crois que c'est 2015, si je vous dis pas de bêtises. Alors je remettrai ici, je me corrigerai si jamais j'ai faux, mais je crois qu'il remporte le championship avec Burnley en 2015, derrière 8 ou 9 saisons d'affilée en première ligue avant de se faire limoger. Il a réussi à conduire, tenez-vous bien, il a réussi à conduire Burnley à la 7e place de première ligue. En 2017-2018, je crois l'année où Chelsea gagne la PL sous Antonio Conte,
Burnley finit 7e et joue un barrage de Coupe d'Europe. C'est absolument hallucinant. Alors la Coupe d'Europe à Turf Moor, sincèrement, moi vraiment ça me sidère. Ce qu'il a réussi à faire avec Burnley, il a transformé Burnley en un club qui faisait un petit peu le yo-yo entre la Championship et la Première Ligue, en un club établi de PL. C'est-à-dire qu'il a fait, je crois que c'est 8 saisons, ou 7 ou 8 saisons d'affilée en Première Ligue, pour un club comme Burnley, qui n'a pas un des plus gros budgets, qui n'a pas des joueurs de fou. Sincèrement, c'est vraiment, vraiment remarquable. Le tout en jouant dans un 4-4-2, vraiment à l'ancienne, hein, avec deux numéros 9 qui font plus d'1m90, et on envoie des bananes pour jouer des déviations. Des joueurs de côté qui sont bien plus portés sur le travail défensif que sur le fait d'apporter vers l'avant, des défenseurs centraux d'1m90, des latéraux d'1m90, enfin voilà, c'est vraiment le jeu à l'anglaise, à l'ancienne. Il a réussi à en faire sa marque de fabrique, pareil du côté d'Everton. Alors, 2 années où ça lutte pour le maintien. L'an dernier, pour moi, là où ça a été le plus impressionnant, c'est-à-dire que même avec le bordel, l'énorme bordel qui se passait en coulisses du côté d'Everton, et les déductions de points, faut pas l'oublier, je crois qu'Everton a été déduit. Everton, ils ont perdu quoi? 6 points, je crois. Après, au départ, ils avaient perdu 10 points. Après l'appel, ils en ont récupéré 4. Donc je crois qu'au total, l'an dernier, Everton a perdu 6 points. Malgré cette déduction de points, ils ont réussi, à se maintenir tranquillement en obtenant des bons résultats face à des bonnes équipes. Donc voilà, Sean Dyche, immense respect pour sa carrière, pour le travail qu'il a effectué, que ce soit du côté de Burnley ou d'Everton. On va passer à la 8e place maintenant. On arrive bientôt aux places européennes, j'ai envie de dire, de mon classement. Eddie Howe. Pourquoi j'ai mis Eddie Howe 8e? Parce que pour moi, c'est un jeune entraîneur qui a beaucoup, beaucoup de talent et qui, sincèrement, je pense, a une grande carrière devant lui. Alors, comme je vous l'ai dit, le côté hype et le côté potentiel grande carrière, c'est pas vraiment ce que j'ai pris en compte pour faire ce classement-là. Mais pour moi, Eddie Howe, c'est un très bon entraîneur. Alors, déjà, le travail qu'il a fait du côté de Bournemouth, assez exceptionnel. Champion en 2016, je crois qu'il remporte le Championship. Ou peut-être 2015 et c'est Sean Dyche avec Burnley 2014. Enfin voilà. Dans ces eaux-là, derrière, pareil, 5 saisons d'affilée en Première Ligue pour un club comme Bournemouth qui n'a pas des moyens énormes. Le tout en pratiquant un football plus que correct. Hein, sincèrement, c'était vraiment bien. Il a réussi à mettre les Cherries à la 9e place de Première Ligue, je crois, en 2017, il me semble. Donc voilà, très très bon travail du côté de Bournemouth. Il a été intronisé entraîneur de Newcastle au moment où les propriétaires saoudiens sont arrivés dans le nord de l'Angleterre. Il a fait un bon taf, un très bon taf. Même première saison, il a réussi à emmener Newcastle en Champions League. Alors, ça leur a coûté, hein, ça a été à leur détriment en championnat, puisque forcément, avec la distraction de la Ligue des Champions, les résultats en championnat ont un petit peu baissé. L'an dernier, malheureusement, ils finissent que 7e, ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Mais je pense que ça va être bénéfique pour eux, parce que comme ils n'ont pas un effectif super profond qui leur permet de jouer trop de compétitions en même temps. Je pense que le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe à jouer l'an prochain, ça va leur permettre de plus se concentrer sur le championnat et de faire mieux justement que cette 7e place. Donc voilà, Eddie Howe, très bon entraîneur pour moi. On en parle beaucoup ces derniers temps pour prendre la succession de Gareth Southgate sur le banc de l'Angleterre. Donc est-ce qu'il va rester sur le banc des Magpies? On ne sait pas. En attendant, il est 8e de mon classement. À la 7e place, j'ai mis Oliver Glasner, un autre entraîneur qui a remporté une Coupe d'Europe, champion d'Europe en 2022 avec Francfort. Très honnêtement, ça encore une fois, c'est pas une mince affaire. Quand je vous parlais en début de vidéo de mes critères et que je vous disais qu'un des critères c'était la difficulté des résultats obtenus, et c'est ça que j'entendais. Être champion d'Europe avec Francfort, pour moi, c'est au moins, voire plus impressionnant que de l'être comme l'a été Lopetegui avec Séville. Voilà, Francfort, c'est pas un club qui est amené à jouer la Coupe d'Europe tous les ans. D'ailleurs, depuis le départ d'Oliver Glasner, ça se passe pas forcément super bien pour les pensionnaires de la Deutsche Bank Park. Donc voilà, Oliver Glasner, très bon entraîneur. L'an dernier, quand il a pris la succession de Roy Hodgson avec Palace, je crois qu'il fait 7 victoires en 12 matchs. Le tout en pratiquant un jeu offensif. Mais le mec a transformé Jean-Philippe Mateta en R9 Prime. Hein. En fin de saison dernière, Mateta, je crois que ça doit être 8 buts en 7 matchs, un truc comme ça. Enfin, c'était absolument hallucinant la façon dont il faisait jouer Michael Olise et Eberechi Eze en soutien de Mateta justement dans ce 3-4-2-1 dont il a l'habitude. Franchement, très très impressionné par la demi-saison qu'a fait Oliver Glasner avec Palace. Alors maintenant, Palace a perdu Michael Olise qui était son meilleur joueur
au profit du Bayern Munich. Palace risque de perdre Eberechi Eze en cas de grosse offre. Et je pense que si le club reçoit une grosse offre pour Jean-Philippe Mateta, c'est pareil, il risque de partir aussi. Donc voilà, à voir comment ils vont remplacer ces joueurs-là s'ils partent, à voir comment Oliver Glasner va s'en sortir avec une pré-saison complète à son actif. Je pense que ça ne peut être que mieux. Et petit spoiler dès maintenant, alors comme je vous l'ai dit, je vous ferai ma vidéo prédiction d'ici une petite semaine ou deux. Mais je pense que Palace va lutter pour jouer l'Europe l'an prochain. Je pense que Palace va lutter pour jouer l'Europe. Je pense que sous l'impulsion de Glasner et sous le momentum pris en fin de saison dernière, pour moi, ça sera vraiment sympa. Ça sera vraiment sympa de voir Palace l'an prochain. Donc voilà, Oliver Glasner, 7ème de mon classement des meilleurs entraîneurs d'EPL. En 6ème place, Big Ange, Ange Postecoglou, le nouvel entraîneur. Alors, nouvel entraîneur des Spurs depuis l'an dernier. Première saison sur le banc des Spurs, il a réussi à finir 5ème, si je dis pas de conneries, 5ème ou 4ème, je sais plus, je crois qu'ils ont fini 5ème la saison dernière. Très bonne saison, il a apporté un vent de fraîcheur avec un bloc haut, un jeu offensif tout le temps porté vers l'avant. Alors ça leur a fait défaut à certains moments puisque ils ont pris beaucoup de buts sur des phases de jeu où ils ne devraient pas prendre de buts. Mais voilà, pour un club comme Tottenham qui avait été laissé dans un état un peu moribond, catastrophique suite au départ d'Antonio Conte la fin de saison précédente. Je trouve qu'Ange Postecoglou, il a ramené quelque chose à ce club-là, alors qu'on se comprenne bien en tant que fan d'Arsenal, voir les Spurs réussir, ça ne me fait pas du tout plaisir, mais voilà, on doit donner le crédit là où le crédit est dû. Il a fait un très bon travail du côté des Spurs. En plus de ça, c'est un entraîneur qui a un palmarès long comme le bras, hein. Partout où il est passé, il a gagné. Il a été champion d'Australie plusieurs fois. Il a été champion de première division au Japon. Il a été champion d'Écosse avec le Celtic. Il a remporté la Coupe d'Écosse avec le Celtic. Enfin vraiment, il a gagné partout où il est passé. Il a un très gros palmarès. C'est un bon entraîneur qui essaye de bien faire jouer ses équipes en plus de ça. Donc voilà. Pour moi, c'était vraiment close pour que je le mette une place au-dessus. En attendant, 6ème place, c'est très bien. 6ème de mon classement, Ange Postecoglou. 5ème place, un nouvel arrivant en première ligue, Arne Slot, le nouvel entraîneur de Liverpool. Pourquoi je l'ai mis 5ème? Parce que je trouve que le travail qu'il a fait avec Feyenoord, sincèrement, c'est du très très bon boulot. Réussir à être champion des Pays-Bas devant l'Ajax et le PSV avec Feyenoord, c'est vraiment pas une mince affaire. Il a même remporté une coupe des Pays-Bas, si je dis pas de conneries. Je crois que c'était lui le coach quand Feyenoord fait finale de Conference League il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, très gros travail sur le banc de Feyenoord, remporter, comme je vous l'ai dit, le championnat des Pays-Bas, c'est pas rien. Tactiquement, c'est un coach qui respire le football. On joue vers l'avant, on joue au ballon, on essaye de marquer des buts. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut réussir à faire avec un effectif aussi complet que celui de Liverpool, parce que même si ça va pas être simple de passer dans les traces, de suivre les traces de Jürgen Klopp qui a rebâti le club, hein, tout simplement, on ne peut pas utiliser d'autres termes. Je pense qu'Arne Slot a vraiment toutes les chances de réussir. Il a un superbe effectif. Il peut, voilà, vraiment, il a vraiment de quoi faire un très très bon travail et pour moi, il méritait amplement d'être 5ème de ce classement-là. 4ème, on s'approche du podium, j'ai mis monsieur Erik Ten Hag. Alors, disclaimer, je suis pas fan du bonhomme. Je suis vraiment pas fan du bonhomme et de sa mentalité. Mais voilà, il faut reconnaître quand un entraîneur fait du très très bon boulot, et lui, il fait du très très bon boulot. 2 saisons sur le banc des Red Devils, 2 trophées, une Carabao Cup, une FA Cup. Avant ça, il avait tout gagné avec l'Ajax. 3 fois champion des Pays-Bas, 2 coupes des Pays-Bas, une super coupe. Enfin voilà, vraiment c'est vraiment un très gros travail du côté de l'Ajax. Alors il est aussi beaucoup, on se rappelle aussi beaucoup de sa campagne de LDC. Bon, si je vous dis pas de conneries, je crois que c'est 2019-2020 où il emmène l'Ajax en demi-finale de Ligue des Champions où ils se prennent un comeback monumental par Tottenham qui aurait jamais dû arriver. Mais voilà, Erik Ten Hag, très bon travail. Il est en train de reconstruire petit à petit Manchester United et honnêtement, le fait qu'il ait réussi à garder son poste, c'est mérité. On sait que quand Ineos est arrivé, ça parlait beaucoup de est-ce qu'on va le remplacer, est-ce qu'on va le virer ou pas. Sincèrement, je trouve que ça aurait été injuste. Même si, comme je vous l'ai dit, j'aime pas le bonhomme, il fait du très bon travail avec les options qu'il a. À voir comment United va continuer à renforcer son effectif. Pour l'instant, ils ont été
assez agressif sur le marché des transferts jusque-là. Ils ont recruté Zirkzee, ils ont recruté Lenny Yoro, ça lui donne des options en plus. Mais voilà, il est en train de rebâtir le club, il est en train de réinstaurer une culture de la gagne à Manchester United, un peu à l'image de ce qu'a fait Arteta à Arsenal. Et je pense que lui donner plus de temps, premièrement, c'est mérité, et deuxièmement, ça peut être que bénéfique pour le club. Donc voilà, quatrième de ce classement, monsieur Erik ten Hag. À la troisième place de ce classement, mon entraîneur, mon coach, Mikel Arteta. Alors, j'ai longuement hésité à le mettre en deuxième position, mais j'ai décidé de rester objectif. Pour moi, la troisième place, il la mérite amplement, et c'était par rapport aux deux qui sont au-dessus de lui, un petit peu juste pour aller chercher le top 2. Donc voilà. Alors, pour l'instant, ça reste un jeune entraîneur, hein. Arteta, sa seule expérience, c'est du côté d'Arsenal. Ça fait quoi, 4 saisons qu'il est sur le banc des Gunners maintenant. Si je dis pas de conneries, peut-être 4 saisons et demie parce qu'il était arrivé en milieu d'année pour succéder pour prendre la suite de Freddy Ljungberg. Donc voilà, il a rebâti le club de A à Z et ça pour moi c'est plus impressionnant que tous les trophées du monde. Pourquoi? Parce que quand Arteta arrive sur le banc d'Arsenal, et je dis ça en tant que fan, hein, donc il faut imaginer l'état dans lequel j'étais quand je regardais mon club jouer, on était au fond du trou. Mais quand je vous dis au fond du trou, on était vraiment perdu. Le club était vraiment dans les abysses. On arrivait à peine, mais vraiment à peine, à finir septième ou huitième du championnat. On en a enchaîné des saisons dégueulasses. Dans le jeu, c'était horrible, l'effectif, mais il était pourri, il était rongé jusqu'à l'os par des mecs qui n'avaient pas le niveau des David Luiz, des Socrates, des Mustafi, j'en passe et des meilleurs. Enfin vraiment, quand Arteta a récupéré le club, Arsenal était dans une position cataclysmique. Il a reconstruit le club, ça a mis du temps, il a été sauvé par les jeunes au début de son mandat, mais depuis il a réussi à construire quelque chose. Il a réussi à reconstruire un lien entre les joueurs, le staff et les supporters qui est absolument incroyable. Pour être allé sur les 2 dernières années, je crois que j'ai dû aller 5 fois, 4 ou 5 fois à l'Emirates. À chaque fois, il y a une ambiance de fou, alors que les années précédentes, c'était vraiment pas ça. Donc voilà, Mikel Arteta, troisième de ce classement, c'est une troisième place qui est amplement méritée. Et il manque juste un ou deux trophées, sincèrement, pour aller chercher mieux. Mais voilà, Mikel Arteta, troisième de mon classement des meilleurs entraîneurs d'EPL. À la deuxième place, du coup, vous avez dû le comprendre, vous vous en doutez, Monsieur Unai Emery, pour moi, je ne pouvais pas faire autrement que de le mettre à la deuxième place de ce classement-là. 4 Europa League remportés, les mecs, 4 Europa League remportés, 3 d'affilée avec Séville, 2015, 2016, 2017 ou 2014, 15, 16, je sais plus. Une Europa League remportée avec Villarreal en finale contre Manchester United. Le mec a réussi à ramener Villa en Ligue des Champions. Mais je ne sais pas si on se rend compte, mais finir quatrième avec Aston Villa, avec l'effectif qu'avait Villa en début de saison dernière, quand on voit tous les poids lourds de Première Ligue qu'il y avait autour, City, Arsenal, United, Chelsea, Liverpool, Newcastle avec l'arrivée des Saoudiens. Enfin vraiment, le travail qu'a fait Unai Emery en succédant à Steven Gerrard est absolument sensationnel. En plus de ça, si je dis... Attends, j'ai peur de dire une connerie. Non, il n'a pas remporté de Conference League. Non, j'allais dire une connerie. Mais enfin voilà, la carrière d'Unai Emery est absolument énorme. Le mec a tout gagné en France avec Paris, hein, champion de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Je crois même qu'il y a 2 Coupes de France, si je dis pas de conneries. Malheureusement, le seul endroit où il n'a pas réussi, c'est Arsenal. Alors, je dis où il n'a pas réussi, même s'il faut prendre avec des pincettes, parce que la première saison qu'il fait avec Arsenal, elle est bonne. Il emmène le club en finale d'Europa League encore une fois. Alors malheureusement, en finale, on se fait fracasser 3-0 par Chelsea, donc ça c'est dommage. Mais voilà, il a fait une bonne première saison à Arsenal. Après, ça a été plus compliqué, mais depuis, vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est un très grand entraîneur, c'est un très grand coach. Tactiquement, c'est brillant, c'est vraiment brillant. Capable de jouer en 3-5-2, capable de jouer en 4-4-2, capable de jouer en 4-2-3-1. Enfin, vraiment, voilà, c'est un brillant entraîneur pour moi. Il peut vraiment, vraiment faire les beaux jours d'Aston Villa. Et il est vraiment pas exclu que on le voit sur le banc d'un plus grand club dans les années à venir. Et enfin, numéro 1, pas de surprise, vous vous en doutez, les refs, Pep Guardiola, meilleur entraîneur du monde. Alors je ne vais pas m'étendre des heures et des heures sur Guardiola, le bonhomme a tout gagné, c'est un génie tactique, il a révolutionné le football, c'est vraiment à lui qu'on doit... c'est à lui qu'on doit toutes les équipes qui jouent aussi bien au football aujourd'hui, hein, le fameux tiki-taka, repartir de derrière, faire des centaines de passes avant de marquer, pratiquer un beau jeu, un jeu offensif, enfin voilà.
C'est lui, alors c'est pas l'inventeur de tout ça, mais c'est lui qui a vraiment mis ça sur le devant de la scène. C'est lui qui a ramené ça au football européen. Voilà, Guardiola il a tout gagné l'an dernier. Alors oui, non, il y a 2 ans maintenant. Il fait le triplé avec City, championnat, Ligue des Champions, Coupe d'Angleterre. Enfin voilà, un grand monsieur du football, le meilleur entraîneur du monde, probablement un des meilleurs de tous les temps. Ça ne pouvait être que lui pour clôturer ce classement des meilleurs entraîneurs. Les refs, ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne, donc je vais me dépêcher de faire l'outro. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon classement. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, à argumenter, à me dire pourquoi vous mettriez un coach plutôt là que là. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, hein, si la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, ça met mon travail en avant pour les petites chaînes comme moi. C'est un soutien énorme, c'est gratuit, ça vous prend qu'une seconde. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant qu'on se retrouve pour d'autres classements de ce genre avant le début de la première ligue, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.